Awin Benou comme Moïse, le sage a toujours dit que la souffrance est une école de sagesse. Là Anthony, le chauffeur, tant que le photographe, que chacun garde sa technique. Ouais. Ce minerai est aussi utilisé dans l'aéronautique, dans la construction des avions et dans la technologie spatiale avec la fabrication de fusées, mais aussi dans l'industrie de l'armement, puisque le coltan permet de percer n'importe quel blindage, quelle que soit sa nature et son épaisseur. Nous pouvons dire que ces 150 dernières années, chaque fois que le marché international a exprimé une demande pressante pour une certaine matière première, l'ivoire à l'ère victorienne, le caoutchouc après l'invention du pneu gonflable, le cuivre lors de la forte expansion industrielle et militaire, l'uranium durant la guerre froide, le courant alternatif pendant la crise pétrolière des années 70, le coltan à l'ère de l'électronique et de l'informatique, le Congo s'est avéré disposer de gigantesques réserves de la marchandise convoitée. Il a pu aisément répondre à la demande. Aucun pays au monde n'a eu autant de chances que le Congo de disposer d'autant d'atouts à chaque mutation industrielle et technologique. Et on se serait attendu que les Congolais soient le premier bénéficiaire de telles coïncidences historiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il s'est avéré que ces richesses représentent la grande malédiction des Congolais et du Congo, puisque, comme disent les anciens chez nous, ces minéraux sont une plaie béante qui excite la convoitise et attire les mouches du monde entier qui nous arrachent la chair. Depuis 1996, les larmes et le sang des Congolais coulent sans discontinuer dans une longue guerre d'agression que rien ni personne ne veut arrêter. Pourquoi? Pourquoi cette guerre la plus atroce du XXIe siècle, qui dure depuis bientôt 20 ans, n'intéresse-t-elle pas les médias? Pourquoi est-elle recouverte par le silence? Comment cela se fait-il qu'à l'heure de l'information instantanée, une tragédie d'une telle ampleur, avec sa cohorte de morts chiffrée à plus de 6 millions, plus de 600 000 femmes violées, et je dirais même démontées carrément, plus de 2 millions de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'enfants réduits en esclavage comme enfants soldats, pour aussi creuser le boyau de la terre pour en extraire des minéraux. Et cette guerre-là ne peut émouvoir la communauté dite internationale. Qui sont les orchestrateurs, les acteurs, les exécutants d'un crime aussi horrible? Quels en sont les enjeux géopolitiques, géostratégiques et économiques qui soutiennent un tel drame humain? Ce sont là des questions auxquelles vont tenter de répondre nos trois invités, Patrick Mbeko, Pierre Payan et Charles Onana, que je remercie d'ores et déjà. Pour m'avoir écouté, je vous remercie. Premier intervenant, journaliste français, Charles Onana, écrivain, et un écrivain particulièrement prolifique, je vous dirais, c'est le moins qu'on puisse dire. Charles Onana ne se laisse pas impressionner par les idées dominantes. Vous voyez, en 2002, c'était les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d'un président. Et puis il y a 5 ans, suivait ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise. Et c'est là que vous voyez que Charles Onana a de la suite dans les idées et dans ses enquêtes. Moi, je viens de le relire, à vrai dire. Mais c'est tout de même tout à fait différent de pouvoir l'écouter en direct, si je puis dire. Si vous n'avez pas le moral, si vous n'avez pas le courage de relire ce livre ou de le lire, eh bien, lisez simplement les 10 premières lignes et vous comprendrez pourquoi nous sommes ici. Voilà. À Charles Onana, donc, de fixer le cadre de notre réflexion de ce soir. Merci d'avance.
Effectivement, le but de cette conférence, comme disait mon cher confrère Bonnard, n'est pas de polémiquer, d'essayer d'expliquer que nous avons raison, que les autres ont tort. Simplement, ce sujet est un sujet extrêmement sensible et délicat. C'est un sujet extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes de la guerre et des événements tragiques du Congo. Mais c'est surtout un sujet aux dimensions géopolitiques très importantes que Péan aura l'occasion de démontrer. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que après avoir publié une série d'ouvrages sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait des groupes qui tenaient absolument à entretenir la confusion, la polémique et un débat sans fin, de manière à ce que tout le monde estime que ce débat est extrêmement complexe. C'est vrai qu'il est complexe, mais ce n'est pas parce qu'un débat est complexe qu'il est incompréhensible. C'est justement la capacité à pouvoir rendre accessible un débat complexe qu'on peut arriver à cerner les contours de ce sujet. Et je me suis livré à un exercice extrêmement simple, très difficile, mais extrêmement simple là, au final. C'était de ne pas prendre en compte les positions politiques ou les réflexions politiques. On pourra faire des analyses politiques après. Mais ce qui m'intéressait, c'était, à un moment donné, d'essayer de comprendre comment la prise de contrôle du Congo va s'effectuer sur le plan strictement militaire. Et comment les déplacements de population vont se faire à partir de la guerre, et aussi comment les organisations non gouvernementales qui sont sur le terrain, comment elles réagissent face à la tragédie. Et on va se rendre compte que dès 1994, les choses ne sont pas aussi compliquées qu'on le pense, mais elles vont le devenir au fur et à mesure qu'on va mêler la vérité au mensonge. Parce que la meilleure façon de manipuler l'opinion, c'est de prendre une part de vérité et une part de mensonge. Et quand on met une part de vérité et une part de mensonge ensemble, il devient très difficile de discerner exactement ce qui relève de la vérité et ce qui relève du mensonge. J'ai donc essayé de vous prendre les premiers arguments qui ont été utilisés depuis 1994 pour justifier le refus de comprendre ce qui se passe au Congo, ou tout au moins de ne pas permettre aux journalistes courageux d'enquêter librement et de se faire une opinion juste des événements. Donc, pour revenir à ce que disait M. Poiti avant de me servir de ces arguments, pour que vous compreniez que le dossier du Congo n'est pas une affaire congolo-congolaise ou rwando-congolaise, c'est une affaire aux dimensions internationales très importantes. La première bombe qui a effectivement été utilisée pour le bombardement de Nagasaki et Hiroshima, l'uranium venait du Congo. Pourquoi? Parce que lorsque Hitler avait décidé de mettre en place la bombe atomique, il y avait en Allemagne un certain nombre de savants qui s'étaient regroupés au sein de l'Institut Kaiser Wilhelm, qui étaient déterminés à tout faire pour que l'Allemagne puisse détenir la bombe atomique afin de faire basculer complètement la guerre au profit de l'Allemagne. À ce moment-là, le professeur Albert Einstein avait écrit au président américain lui demandant de tout faire pour essayer de mettre la main sur l'uranium du Congo, puisque Hitler avait des ambitions très importantes pour l'Afrique. Il était déjà très présent en Afrique du Nord, et il était en train de faire un véritable travail de propagande pour dire aux Africains que si jamais l'Allemagne arrivait à prendre le contrôle de l'Afrique, eh bien, les Africains se débarrasseront définitivement de la domination allemande, mais surtout de la domination occidentale et surtout de la brutalité coloniale. Évidemment, c'était un discours qui était très séducteur en Afrique du Nord à l'époque. Et puis, pour les Américains, l'angoisse de voir Hitler en possession de la bombe atomique allait effectivement créer une situation totalement ingérable. Et c'est à ce sujet que donc, les Américains ont pris la décision de s'emparer de l'uranium du Congo pour pouvoir fabriquer leur bombe atomique. Malheureusement pour le professeur Einstein, quand il verra ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, il aura beaucoup de regrets parce que ce n'était pas, son intention n'était pas d'avoir une bombe pour faire la guerre, mais tout au moins de permettre d'avoir une forme de dissuasion nucléaire qui allait arrêter l'Allemagne dans ses velléités expansionnistes.
Bon, ça c'était la première chose, mais c'est en 1942. 1942 également, c'est une date très importante pour le coltan. Aujourd'hui, tout le monde découvre le coltan, mais dès 1942, le coltan est déjà un produit identifié par les services de renseignement américains et surtout par l'armée américaine. Et à l'époque, le coltan est considéré par le département d'État comme un produit de sécurité nationale. C'est-à-dire que lorsque les Américains vont identifier la présence du coltan au Congo, le Congo va devenir pour eux véritablement un territoire très important. Ceci va vous permettre de comprendre, quand la guerre de 1994 va se déclencher, vous allez comprendre quelle va être la position des États-Unis, quelle sera la position de la Grande-Bretagne, quelle sera la position d'Israël, qui également est très présent dans la région. Quoique, il est toujours très difficile, quand on cite Israël dans ce genre de dossier, les gens ont tendance soit à vous ramener vers les positions antisémites ou vers des positions qui sont des positions idéologiques. Moi, je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de l'idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est une démonstration intellectuelle rigoureuse. Et par rapport à cela, j'étudie tous les acteurs indépendamment de leurs origines religieuses, ethniques, etc. Donc, dès 1994, donc, il y a l'attentat, ce qu'on appelle l'attentat du 6 avril, qui déclenche tous les événements. C'est-à-dire que sans la compréhension de cet attentat, donc 20 ans après, la justice internationale a du mal à faire la vérité sur les auteurs de l'attentat, mais dès 1994, le 6 avril, eh bien, un attentat tue 2 chefs d'État. Le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et son homologue burundais qui rentre d'une conférence dite de la paix de Dar es Salaam. Le problème, c'est que l'aéroport de Kigali est entre les mains des casques bleus de l'ONU. Donc, tout accident, tout incident qui survient dans cet aéroport doit faire l'objet d'une enquête exhaustive de la part des Nations Unies. Eh bien, l'enquête n'aura jamais lieu. Le commandant de la force de l'ONU, le général Dallaire, qui est présent sur le terrain, disparaît pendant près de 2 heures, ce que m'a dit effectivement Jacques-Roger Bobo, le représentant spécial du secrétaire général, son patron, qui cherche le général Dallaire pendant 2 heures. Il n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Où est passé le général Dallaire? Il se trouve que le général Dallaire lui-même a infiniment de sympathie pour le FPR, dirigé par l'actuel président du Rwanda, M. Paul Kagame. Il ne s'en cache pas dans le livre qu'il va écrire par la suite. Et donc, après cet attentat, le lendemain, le 7, les massacres sont déclenchés dans tout le pays. Donc, évidemment, face à ces massacres, la communauté internationale tergiverse, les gens se posent des questions. La France est accusée, bien entendu, d'être responsable des massacres parce qu'elle soutiendrait le président Habyarimana depuis 1990, première attaque de la rébellion Tutsi. Et évidemment, ces attaques contre la France vont prospérer pour une raison très simple, c'est que la France est en face des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël dans cette histoire. Bon, et étant donné que la France soutient, la France d'ailleurs je pense, c'est le seul pays à ce moment-là qui affiche ouvertement son soutien au président Habyarimana. Et pourquoi soutien au président Habyarimana? Parce que le président Habyarimana est un francophone, parce que le président Mitterrand a rencontré le président Habyarimana dès son arrivée au pouvoir, à la demande du président Félix Houphouët-Boigny, qui était très respecté, très connu en France. Et donc, le président Houphouët-Boigny a dit au président Mitterrand que M. Habyarimana était quelqu'un de bien. Donc, évidemment, Mitterrand lui-même aura l'occasion de l'expérimenter. Sauf que, dans le même temps, les États-Unis soutiennent la rébellion Tutsi dirigée par Paul Kagame, qui lui-même a une formation aux États-Unis à cette période-là. La Grande-Bretagne également. Mais les Anglo-Saxons ont un objectif très important, c'est que le président Mobutu est déjà malade, il a un cancer de la prostate, ce qui est aussi le cas du président Mitterrand. Donc toutes ces personnes vont nécessairement quitter le pouvoir. Mais la meilleure façon de prendre les choses en main est de mener une action militaire à travers cette rébellion Tutsi qui va renverser le président Habyarimana à travers cet attentat. Mais une fois que cela sera fait, on n'aura plus de débat sur l'attentat, on n'aura le débat que sur le génocide. Et tout le monde ne parlera que du génocide. Et le génocide va devenir un leitmotiv dans lequel vous n'avez pas de place pour poser des questions. Parce que si vous posez des questions, on vous dit que vous êtes négationniste, vous êtes révisionniste. Eh bien, il n'y a pas à être révisionniste ou négationniste lorsqu'on veut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe qu'on va assister à une série d'arguments qui, parce que moi, je vais essayer de prendre les choses à l'envers. Ces arguments sont les arguments qui sont utilisés par le gouvernement rwandais. Le président Kagame, l'armée patriotique rwandaise, le Front patriotique rwandais, donc qui vont dire que
eh bien, les phares et les Interahamwe, c'est-à-dire l'armée gouvernementale Hutu, après la mort d'Abiyarimana, va se déporter sur le territoire congolais, en fuyant la guerre, en étant battus militairement par ceux qui sont en train d'être génocidés. Je ne sais pas si vous voyez la cohérence. Un peuple qui est en train d'être génocidé et en même temps en train de gagner et remporter une victoire militaire sur la majorité de la population en décimant complètement l'armée gouvernementale nationale qui, à ce moment-là, est moins puissante que la rébellion qui est en train d'être décimée. Et donc, évidemment, toutes ces populations se déversent au Congo. Et lorsqu'elles se déversent au Congo, l'argument central du président Kagame et de ses troupes sera de dire que les Interahamwe et les forces armées gouvernementales rwandaises qui sont au Congo, tant que ces forces-là sont à l'est du Congo, elles menacent la sécurité du Rwanda. Bon, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais on comprendra pourquoi cet argument sera utilisé. Deuxième argument, là, le pasteur Bizimungu, qui est également un membre très influent du FPR, du Front Patriotique Rwandais, donc de la rébellion de Tutsi, va faire une déclaration publique en disant que de toutes les façons, les frontières du Congo sont à réviser, il faut refaire une autre conférence de Berlin. Eh bien, ces propos ne font pas scandale, d'autant plus qu'elles sont tenues par les gens qui se disent être victimes du génocide. Pourtant, il y a toute raison de s'indigner de tels propos. Pourquoi? Parce que la charte de l'OUA prévoit tout simplement que les frontières héritées de la colonisation sont devenues intangibles. Parce que si on commence à remettre en cause toutes les frontières héritées du système colonial, eh bien on va démanteler tous les États, on va remettre en cause toutes les frontières et finalement on va retrouver d'autres guerres ethniques, d'autres guerres entre États, etc., etc. Bon, évidemment, les Africains au sein de l'Organisation de l'Unité africaine se taisent, lamentablement, la communauté internationale se tait, tout le monde se tait, et on laisse passer une telle déclaration qui est quand même émise par un président de la République en exercice. Troisième argument, c'est que la communauté Tutsi, donc, qui historiquement est arrivée au Rwanda du fait de la guerre interne au Rwanda, donc ils ont fui la guerre dans leur pays, ils sont déportés à l'est du Congo. Ces gens qui se retrouvent donc à l'est du Congo pendant des années, eh bien, vont devenir, alors qu'ils ont été bien accueillis par les Congolais, beaucoup de leurs enfants ont obtenu des bourses du gouvernement congolais, parfois au détriment des Congolais méritants, eh bien, les qualités d'accueil qui ont été réservées à ces populations, eh bien, vont être dénoncées par le même groupe qui va dire que ce groupe se sent en insécurité au Congo. Dernier argument, c'est que dans la fuite des événements de 1994, il y a des Tutsis qui ont fui, mais il y a des Hutus qui ont fui massivement, parce que les Hutus constituent à peu près 80% de la population à l'époque. Eh bien, le gouvernement rwandais dit maintenant que ces Hutus qui sont les FDLR, qui sont en fait un résidu des forces gouvernementales qui se trouvent à l'est du Congo, menacent également la sécurité du Rwanda. La communauté internationale ne dit rien, il n'y a pas d'indignation sur de tels propos, il n'y a pas d'enquête pour savoir exactement ce qui se fait, mais sur le terrain, eh bien, les Nations Unies les forces des casques bleus des Nations Unies vont faire des enquêtes, vont constater que ce sont des troupes de M. Paul Kagame qui rentrent régulièrement sur le territoire rwandais, qui pillent les minerais du Congo, mais tout cela est constamment mis sur la présence des Hutus, des Interahamwe à l'est du Congo. Regardons donc la réalité strictement militaire. Alors, dès 1990, que se passe-t-il? Le Rwanda a décidé de renverser le régime du président Abiyarimana. Et le Rwanda puise son soutien militaire en Ouganda, qui se trouve dans le nord. Et lorsque le Rwanda va mener ses incursions, la première action va être stoppée avec l'aide et le soutien militaire de la France et du Congo-Zaïre. Pourquoi? Parce que la France, le président Mitterrand à l'époque, considère que si cette zone devient une zone militarisée, une zone de conflit, elle risque de déstabiliser et toute la sous-région sera complètement déstabilisée. Donc,
pour préserver la paix et la stabilité de cette région, le président Mitterrand décide donc de soutenir militairement le régime d'Abiyarimana. Mais le régime d'Abiyarimana ne va pas être à la hauteur de ce soutien pour une raison très simple, c'est que les Hutus sont minés à l'intérieur de leur territoire par un conflit régional. Il y a les Hutus du sud qui sont contre les Hutus du nord, et ce conflit interne au Rwanda va affaiblir à la fois les forces gouvernementales rwandaises, mais va également affaiblir le soutien que la France apporte aux Hutus. Donc, pour résumer, la France a en quelque sorte soutenu pendant toute cette période, non pas des génocidaires, mais des gens qui étaient minés par des querelles intestines, et donc finalement, la France a soutenu des perdants. Entre-temps, l'Ouganda, qui aide le FPR à attaquer, est soutenu militairement par des conseillers militaires américains, par des conseillers militaires britanniques, etc., mais de la façon la plus discrète possible. Donc, il n'y a pas de journaliste pour voir la présence physique militaire des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, parce que tout cela est sous-traité en quelque sorte par l'Ouganda. Donc, un travail d'intelligence remarquable qui est fait par les Américains et les Britanniques fera donc que les Français, eux, seront exposés, mais les Américains et les Britanniques ne seront jamais exposés. Donc, entre 1990 et 1994, toutes ces incursions vont se faire, et vous allez constater, par exemple, que le Rwanda, les troupes de Paul Kagame vont rentrer à l'intérieur du territoire à partir du nord, donc vont prendre l'est du pays, vont rentrer jusqu'au sud pour pousser progressivement les populations vers l'est du Congo. Alors, cette carte, donc, en plein massacre, donc, juin 1994, lorsque le président Mitterrand, agacé par le fait que l'ensemble de la communauté internationale ne réagit pas, parce que ce qu'on ne dit jamais, c'est que entre le 6 avril 1994, l'avion est abattu, jusqu'au mois de juin, il n'y a pas le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros-Boutros-Ghali, demande le renforcement de la MINUSMA, c'est-à-dire les troupes, les casques bleus qui sont sur place, pour empêcher les massacres. Les États-Unis freinent, tout le monde freine. Au Conseil de sécurité, il n'y a pas de décision. C'est ainsi que donc la France décide au mois de juin d'obtenir une résolution des Nations Unies pour intervenir militairement et empêcher les massacres. Donc, on ne veut pas qu'on ait ces débats-là. Pourquoi au sein du Conseil de sécurité, pendant 2 mois, on tergiverse, on refuse de renforcer la MINUSMA, on veut tout simplement porter une accusation comme ça assez facile pour dire que les Français ont soutenu les génocidaires, parce que, évidemment, l'idée du génocide est déjà l'idée centrale qu'on veut faire passer. Donc, les troupes françaises se retrouvent donc obligées d'installer leur base militaire, un poste de commandement à Goma, pour essayer de travailler. Parce que pendant toute cette période, eh bien, le flux des populations ne fait que se diriger vers le Congo. Alors, ceci commence à devenir intéressant, parce que ce qu'on avait appelé la zone humanitaire sûre, qui va donc se trouver à l'ouest du Rwanda, donc c'est-à-dire à la frontière entre le Congo et le Rwanda, vise tout simplement à contenir le flux massif des populations, donc à créer une zone dans laquelle les troupes françaises peuvent essayer de protéger le peu de population qui vient échouer complètement sur cette frontière. Et ces populations qui sont, je le rappelle, la majorité de la population, les 80% de la population Hutu, se retrouvent, si vous voulez, comprimées dans cette zone humanitaire sûre, donc avec une seule possibilité, c'est soit de sortir du côté de Goma, soit de sortir du côté de Bukavu. Ils n'ont pas d'autre possibilité, parce que quand vous avez vu la première carte, quand vous voyez l'incursion du Rwanda en profondeur jusque dans le sud, c'est d'amener les populations à se déplacer uniquement vers l'est. Parce que si ce projet ou la stratégie militaire du FPR était simplement une stratégie de guerre générale totale, les incursions auraient pu se faire dans toutes les directions et les populations auraient pu fuir également dans toutes les directions. Mais là, on a comme l'impression que, on n'a pas comme l'impression, les populations sont progressivement poussées de l'autre côté. Alors là, on commence à avoir une carte vraiment très intéressante, parce que on voit là où se trouvent tous les camps, où se trouvent les Hutus et les Tutsis. Et vous voyez que l'ensemble du territoire rwandais à l'est est déjà complètement sous le contrôle de l'armée patriotique rwandaise. Et donc, tout
tout va se jouer de l'autre côté, au niveau de la frontière. Les camps des réfugiés, la fuite des éléments de l'armée gouvernementale, les camps de Hutus, les regroupements des populations, tout se joue uniquement vers la frontière du Congo et du Rwanda, du côté de l'Est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à la date du 29 août, vous avez un certain nombre d'éléments des troupes américaines, vous avez les éléments des troupes britanniques, vous avez les éléments des troupes canadiennes. Que font ces éléments à ces endroits? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au moment où l'opération turquoise est montée, les États-Unis refusent de participer à l'opération turquoise, qui est une opération, certes demandée par la France, mais qui est une opération multinationale, c'est-à-dire sous le commandement de l'ONU. C'est-à-dire que tous les États ont le droit de participer, quitte à faire à l'intérieur de ce dispositif un travail de renseignement au profit de X ou de Y, ou de jouer des coudes pour tirer la couverture de leur côté à l'intérieur d'un dispositif multinational, mais les Américains, les Britanniques ne vont pas participer. Les Britanniques vont participer, mais vous allez voir comment ils vont récupérer cette histoire. Donc, ils participent. Les Américains refusent de participer en disant que, bon, ils vont soutenir logistiquement la France dans cette opération humanitaire. Donc, ils refusent finalement, ils ne donnent pas des avions, ils ne donnent pas de matériel, mais ils organisent parallèlement une autre mission humanitaire que très peu de gens connaissent. Ils ont appelé l'opération Support Hope. Et l'opération Support Hope, qui est conduite par les Américains, a pour vocation de mener une mission humanitaire au Rwanda. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne au Rwanda. Tout le monde est maintenant au Congo. L'ensemble des populations se trouve à l'est du Congo. Et donc, l'opération Support Hope, dont vous voyez très bien en haut avec le drapeau américain, va baser son poste de commandement. Un certain nombre de ces éléments vont se trouver à Goma. Mais que font-ils à Goma? En réalité, ils ne sont pas à Goma. Ils sont en Ouganda. Et tout le dispositif qui a lieu en Ouganda va s'organiser de l'Ouganda pour Goma. À Goma, ils vont venir s'installer à côté de la présence militaire française, qui est censée, ou qui sont censés être leurs partenaires dans le cadre d'une opération multinationale. Mais comme l'opération multinationale n'a pas lieu, les Américains font leur opération à part. Mais quel est donc l'intérêt de faire une opération à part, puisqu'elle est plus coûteuse et plus exigeante en termes humains, etc., lorsque vous avez la possibilité de faire des économies dans le cadre d'une opération multilatérale? Eh bien, si ce n'est qu'à ce moment-là, les Américains ont déjà envisagé de renforcer militairement le pouvoir de Kagame. Et j'en apporte la démonstration à travers les documents d'archives du gouvernement américain, comment ils vont transformer effectivement l'opération Support Hope en une opération de soutien militaire avéré au gouvernement rwandais, au régime de Kigali, à la rébellion Tutsi, qui est en train de prendre la totalité du pouvoir au Rwanda. Et l'attaché militaire américain qui se trouve par exemple à Kinshasa à ce moment-là, demande lui-même d'être envoyé à Kigali pour renforcer la formation, etc. Et donc ils vont former les rebelles Tutsis, renforcer la position militaire, et tout va être consolidé pendant cette période. Alors, autre élément très important, c'est les ONG. Au mois d'août 1994, voilà toutes les ONG qui sont présentes à Kigali. C'est mon signe discret des 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, j'ai terminé. Je vais tenir. Alors, voilà toutes ces ONG qui sont à l'est du Congo, qui assistent à tout ce qui se passe, qui vivent la situation tragique et dramatique de la majorité de la population Hutu, et des Congolais de l'est du Congo. Parce qu'au moment où toutes ces populations envahissent l'est du Congo, eh bien, les populations congolaises vont être, elles aussi, en situation d'insécurité totale, puisque les bombardements des camps de réfugiés vont avoir lieu par les troupes rebelles de Paul Kagame, et le silence va être total de toutes ces organisations humanitaires qui sont présentes sur le terrain, qui vont nous parler
du génocide Tutsi et personne pour nous parler de ce que vivent les Hutus et les Congolais à cette époque. Donc, on a la possibilité de vérifier à travers toutes ces ONG si c'est vrai qu'elles étaient présentes à Kigali au mois de 1994. Cette carte est très importante également parce qu'au 9 août 1994, évidemment, je vous mets les éléments, les unités britanniques qui sont là, la gendarmerie zaïroise. Bon, alors les petites enveloppes, c'est la prise de contrôle militaire effective de la rébellion Tutsi, qui contrôle l'ensemble du territoire rwandais. Et vous voyez très bien qu'il y a une forte concentration militaire à l'est du pays. Ça, ce n'est pas de l'analyse politique. Moi, j'ai essayé de traquer la vérité à travers la stratégie militaire du FPR. Parce qu'elle est plus parlante que toutes sortes de blabla ou de discours politiciens qu'on fait. Donc, voici des gens qui ont été presque exterminés et qui contrôlent l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient la puissance de feu de pouvoir arrêter les massacres de leur propre groupe ethnique. Pourquoi ils n'ont-ils pas fait ? Je termine là pour être un orateur discipliné. Juste pour vous dire que ces éléments d'information, quand on vous tient un discours sur le génocide Tutsi, sur le fait que les événements du Rwanda sont comme la Shoah, ça me choque d'entendre de tels discours. Parce que les victimes de la Seconde Guerre mondiale seraient aussi elles-mêmes choquées de constater qu'on compare cet événement aux événements de 1994 au Rwanda. C'est une insulte à l'intelligence et surtout à la connaissance historique. Je vous remercie. C'est vrai parce que depuis plusieurs années, mon confrère Pierre Péan, qui est dans la salle, qui a été attaqué violemment par SOS Racisme à Paris parce qu'il avait osé faire intervenir un Tutsi qui était au-dessus de la mêlée des conflits ethniques au Rwanda et qu'il avait dit que, qui est quelqu'un qui était issu de la famille royale, donc qui avait dit que une partie de la royauté Tutsi a toujours formé de façon remarquable les populations Tutsi au Rwanda au mensonge. Pierre Péan a osé dire cela, c'est moi qui avais mis Pierre Péan en rapport avec Antoine Yetera à l'époque. Moi je l'ai écrit, Pierre Péan a été accusé de racisme. Je suis allé le défendre au procès du procès en disant qu'il était effectivement victime de sa couleur de peau. Puisque moi j'ai écrit exactement la même chose, mais avec mon phénotype, je n'ai pas été attaqué. Donc probablement, malheureusement pour mon ami Péan, il n'avait pas le même phénotype que moi, donc c'était infiniment plus facile pour une association dite antiraciste d'attaquer un blanc parce qu'il a osé traiter des Tutsis de menteurs. Donc moi j'ai traité également Paul Kagame et sa bande de menteurs et je n'ai toujours pas été attaqué, j'espère que je le serai. Alors pour répondre à votre question, oui j'ai donc fait un livre. Pourquoi? Un dernier livre, La France dans la terreur rwandaise, parce que je me suis rendu compte qu'il devenait choquant que le président Mitterrand soit attaqué avec une telle brutalité. Même le Parti socialiste en France a été incapable de défendre ce monsieur. L'armée française est attaquée, humiliée, pour avoir essayé d'aider des millions de populations, comme on venait de voir, mais puisque la France était du côté des perdants, puisque Mitterrand était du côté des perdants, puisque tout le monde toutes ces personnes ont été du côté des perdants, alors on peut écrire l'histoire d'une certaine façon, les humilier. Ce n'est pas parce que la France a été une puissance coloniale que moi, j'oublie que quand je fais de l'analyse, je ne mets pas mes sentiments, je regarde si les faits sont avérés ou pas. Quand ils ne sont pas avérés, eh bien je déclare qu'ils ne sont pas avérés et tout ce qui a été dit contre Mitterrand et l'armée française est faux et j'attends la démonstration, on va l'appuyer.